Major Keyhole, as author of the book Flying Saucers Are Real. I thought, well, maybe something's wrong with my eyes. Ça reflétait la lumière, c'était vraiment énorme. Il y avait quelque chose qui n'était pas logique. We have not been hiding anything. Dans ce dossier, je doute de tout. C'est comme s'il venait nous voir. L'inexpliqué est toujours là. Depuis 70 ans, on signale un peu partout sur la planète. Non, dans cet épisode, on doit plutôt dire depuis la nuit des temps. Nos ancêtres voient des lueurs étranges dans le ciel. Ils ne les appelaient pas des ovnis ou des soucoupes volantes, mais bien divinités, tempestaires ou encore boucliers volants. Méprise, confusion avec des phénomènes météorologiques ou visiteurs venus d'ailleurs. Préparez-vous à vivre un voyage surprenant avec les ovnis du passé. Entre mystère et secret, la fascinante histoire des ovnis. Une série réalisée par Frankistas et Bawandine. Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. 7e épisode, les chariots des dieux. Avec dans les rôles principaux, Eddie Loucher, professeur d'histoire, spécialiste des ovnis du passé. Les extraterrestres seraient venus sur Terre dans les temps les plus reculés pour y créer l'homme. Jean-Claude Bourret, célèbre journaliste passionné d'ovnis. Moi, je suis un croyant de la vérité. Et Patrick Ferrin, fondateur de la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. Des gens venus d'ailleurs nous ont un jour apporté une technologie nouvelle, et puis ils sont repartis, et les pièces sont restées là. Quand on a bourlingué dans le désert plus de 15 ans comme moi, on entend des tas de choses. Et on voit des tas de choses aussi. Ces objets semblaient s'incliner et ils réfléchissaient la lumière du soleil, comme un miroir. Ils volaient selon un angle particulier et le soleil tapait sur leur surface. C'était très éblouissant, j'étais presque aveuglé lorsque je les observais à travers la vitre de l'appareil. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold a observé à bord de son avion privé 9 objets volants non identifiés aux performances incroyables au-dessus du Mont Rainier dans l'État de Washington. D'après mes connaissances, d'après ce que j'ai vu, d'ailleurs je l'ai dit à la société de presse et je suis prêt à le jurer, ma main sur la Bible, voilà ce que j'ai vu. Et si ça n'a rien à voir avec notre armée ou nos services secrets, si ça n'a rien à voir avec une nation étrangère, alors je n'y comprends rien. Mais je suis sûr d'avoir bien vu ces objets. Grâce à leur position, j'ai pu les chronométrer. C'est un grand mystère pour moi, autant que pour tous les gens qui m'appellent depuis 24 heures. Suite à ce témoignage, des journalistes vont inventer l'expression soucoupe volante. Et tout le monde s'accorde à dire que l'observation de Kenneth Arnold est la première de l'histoire moderne des ovnis. Pourtant, pour beaucoup de spécialistes des objets volants non identifiés, ce que nous venons de raconter, eh bien c'est carrément n'importe quoi. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette espèce de classification qui sort des journalistes, à mon mal de sensation. Jean-Claude Bourret, grand reporter et passionné d'ovnis. On voit des objets volants non identifiés, qu'on n'appelait d'ailleurs pas du tout comme ça, depuis toujours. Quand vous regardez l'histoire des civilisations, l'histoire hindoue, l'histoire du peuple juif, l'histoire du peuple musulman, l'histoire du peuple chrétien, l'histoire de tous les peuples d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, etc. C'est toujours quelque chose qui descend du ciel, toujours qui est quelque chose d'habité, avec les habitants de ces choses qui descendent du ciel, qui prennent contact avec nos ancêtres. Donc moi, je suis tout à fait contre cette espèce de classification artificielle qui consiste à dire « Ah oui, ce pilote, Kenneth Arnold, en 1947, il a vu 9 disques qu'il a appelés Flying Saucers, soucoupes volantes, et depuis, c'est l'histoire moderne des soucoupes volantes. » Il n'y a pas d'histoire moderne des soucoupes volantes. Il y a l'histoire de la vie extraterrestre, des vies extraterrestres qui nous rendent visite depuis des millénaires. Il y a des observations d'OVNI avant 1947. Le phénomène n'est pas nouveau. Dominique Filol, réalisateur du documentaire OVNI, Affaire d'État. Certains vont jusqu'à dire que c'est un phénomène qui existe depuis des milliers d'années. C'est d'ailleurs ce que dit notamment Edgar Mitchell, dans un extrait radio d'une interview qu'il a donnée, je crois, en 2008. Il dit « Ça fait des milliers d'années que nous sommes visités sur Terre par ces objets. » J'ai eu le privilège d'être informé que notre planète a déjà été visitée.
Le phénomène OVNI est réel et il a été caché par notre gouvernement depuis très longtemps. Waouh! Attendez une minute, c'est énorme. C'est un choc pour moi. Eh bien, je regrette que vous n'ayez pas lu ces informations récemment, car ça commence vraiment à se savoir. Donc vous me dites... Waouh, c'est beaucoup d'informations à absorber. Attendez un instant. J'ai entendu dire beaucoup de choses semblables par des fous d'OVNI. Mais je n'ai jamais entendu le docteur Edgar Mitchell, le 6e homme à avoir marché sur la Lune, un scientifique respecté, m'annoncer que nous avons déjà été visités par des extraterrestres, qu'ils sont vraiment là et que ça ne fait aucun doute. Eh bien, c'est la première fois que nous parlons ensemble, sinon je vous l'aurais dit avant. Ce n'est pas un phénomène nouveau dans l'histoire de l'humanité. On pourrait même dire que ça a toujours existé. Je vous donne un exemple. Donc c'est d'histoire de vaisseaux volants. Mais de vaisseaux, comme on le disait à l'époque, c'est-à-dire de bateaux. Des gens voyaient des bateaux voler. Et certains même ont vu des ancres posées au sol avec ces bateaux en suspension, avec des voiles, etc. On parle de bateaux volants. Donc ça, c'est très curieux. Et il y a eu plusieurs observations comme ça dans le passé. Et ça se présentait vraiment, apparemment aux yeux des témoins, comme étant un bateau. En fait, c'est compliqué de savoir du coup. Est-ce que c'est le témoin qui décrit ça comme étant un bateau ou est-ce qu'il a vraiment vu un bateau volant ? Effectivement, quand on se plonge dans les chroniques ou les textes anciens, on peut trouver bon nombre d'histoires qui pourraient correspondre à nos témoignages actuels d'objets volants non identifiés. Les ovnis du passé vont devenir dans les années 60 un courant à part en ufologie. Le raisonnement de certains ufologues est simple. Puisqu'on n'arrive pas à trouver une preuve définitive de visite extraterrestre à notre époque, on va en trouver dans les temps anciens. Patrick Ferrin étudie les ovnis depuis de nombreuses années, mais il est aussi un passionné d'histoire. Forcément, il s'est intéressé à l'émergence de ces théories. On va arriver très vite sur ce qu'on appelle la théorie des anciens astronautes. Parce que s'il y a des ovnis dans le passé, c'est qu'il y a des astronautes dans le passé. Et certains vont encore plus loin et disent que ces astronautes sont venus au début de l'émergence de l'espèce humaine. Nous donner un coup de main. Non seulement donner un coup de main, mais peut-être, il y en a qui soutiennent que nous sommes le fruit de leur intervention. Ça fait reculer absolument toutes les frontières dans ce domaine-là. Ils étayent ça à coups de textes sacrés, de Bible. Ces textes sacrés ou ces documents anciens sont toujours extrêmement sollicités. Et encore une fois, on va ressortir un élément de son contexte. Et c'est là que ça ne marche plus du tout. Qu'est-il donc arrivé à l'humanité il y a quelques 40 000 ans ? L'homme vivait une existence élémentaire, terré dans des grottes et des cavernes. Et puis, presque soudainement, il se mit à concevoir des ouvrages dont la perfection bien souvent reste inégalée, comme celle de ces monuments de l'Égypte ancienne. Mais où donc les architectes des pharaons ont-ils été puiser leur art et leur technique ? C'est d'ailleurs le premier courant, finalement, qui est apparu dans les années assez tôt, dans les années 50 et 60. Eddy Louchet, historien, spécialiste des ovnis du passé. Ce qu'on appelle l'astro-archéologie, l'archéologie de l'espace. Alors, je vais simplifier un peu le propos pour les auditeurs. On peut la résumer comme suit. Donc, les extraterrestres seraient venus sur Terre dans les temps les plus reculés et dans l'Antiquité, soit pour y créer l'homme, ou en tout cas pour diriger ses destinées. Et des traces de ces anciens astronautes et de leur influence sur le développement de nos civilisations seraient toujours visibles dans les ruines des artefacts, la mythologie et les écrits antiques. Et finalement, les peuples primitifs auraient fini par vénérer ces extraterrestres comme des divinités. Au pied de la cordillère des Andes, dans l'altiplano, apparut un étrange engin sidéral, doré et scintillant.
Seul Actéouma osa rester debout. Et soudain, apparut devant lui Oriana, la déesse du ciel. Elle le choisit pour époux et eut de lui de nombreux enfants. Aujourd'hui encore, les Indiens parlent avec respect de la Grande Maison Dorée, car ils n'ont pas d'autre mot pour désigner un vaisseau spatial. Cette théorie des anciens astronautes aura un succès incroyable dans les années 60, à tel point qu'un film documentaire projeté en salle lui sera consacré, sur les traces de l'étrange. Parmi les pères fondateurs de cette théorie, on trouve Jacques Bergier, l'inventeur du réalisme fantastique et l'auteur d'un ouvrage culte intitulé « Le matin des magiciens ». Jacques Bergier, très connu, qui croyait à l'astro-archéologie, aux astronautes du passé, mais qui par contre était convaincu que les ovnis étaient des armes secrètes américaines. Qu'on voit d'ailleurs dans Vol 714 pour Sidney de Tintin, où on parle d'astro-archéologie à la fin de l'album. Voilà, et où on voit très peu la soucoupe volante, entre guillemets, à la fin de l'album. Il y a une cage, je crois, où on la voit un peu, ce qui finalement exprime bien le fondement de la pensée de Bergier, c'est-à-dire que oui, dans le passé très lointain, ils sont venus, mais de nos jours, ça n'est pas ça, et les ovnis ont une explication tout à fait terrestre. En Europe, aujourd'hui, on connaît un peu moins bien ces théories des anciens astronautes, mais à l'époque, ça a eu un succès considérable. Le matin des magiciens de Bergier et Powell, ça a eu vraiment un impact sur les gens. Donc on en parlait à l'instant, mais à tel point que un grand auteur comme Hergé l'a inséré carrément dans un album qui est Vol 714 pour Ciné. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui était dans les revues, dans l'air du temps. C'était très, très, très à la mode. Très à la mode, mais aussi très critiqué par les milieux académiques, par les milieux scientifiques. Alors, vous avez le dernier survivant, va-t-on dire, de cette école. C'est sans doute le plus connu. C'est le Suisse Erich von Däniken. Qui a écrit régulièrement des ouvrages sur tous ces mystères et qui continue d'ailleurs d'avoir du succès dans un certain nombre de pays, comme par exemple en Turquie. Donc il y a toute une série de mythes astro-archéologiques sur les origines du peuple turc qui ont pas mal de succès d'ailleurs là-bas encore aujourd'hui et qui prétendent par exemple que les Turcs il y a des milliers d'années sont en fait le résultat d'une hybridation avec des extraterrestres. Donc, quand von Däniken arrive en Turquie, il est reçu très très bien par les organismes ufologiques. Erich von Däniken est autodidacte. Il est convaincu qu'on peut trouver dans le monde entier la preuve que des êtres venus de l'espace ont atterri sur Terre pour communiquer avec les hommes, et ce, à toutes les périodes de notre histoire. Selon lui, tous les grands sites archéologiques prouvent des intrusions de visiteurs venus d'ailleurs. Les pyramides d'Égypte, construites par des extraterrestres. Les statues de l'île de Pâques, érigées et sculptées par des extraterrestres. La cité de Palenque au Mexique, extraterrestre. Que peut-on voir sur les peintures dans les montagnes du Tassili au milieu du Sahara? Des extraterrestres. On n'en finirait pas de citer tous les exemples révélés par von Däniken et qui remplissent ses nombreux livres vendus à plusieurs millions d'exemplaires. S'il existait des avions à l'époque préhistorique, il existait sans doute aussi des terrains d'atterrissage. On en a effectivement découvert sur les hauts plateaux de Nazca, au sud du Pérou. Selon la NASA, il pourrait s'agir de terrains destinés à des navettes, elles-mêmes amenées aux abords de la Terre par des engins intersidéraux. On a ici donné à ces vaisseaux une forme sphérique, qui sera vraisemblablement celle des futures stations spatiales. Alors, exemple, pour illustrer les anciens astronautes, les fameuses pistes de Nazca. Patrick Ferrin, président du comité belge d'études des phénomènes spatiaux. Dans le désert péruvien, sur la côte pacifique, on n'est pas en bordure de mer, mais on est sur les contreforts des Andes qui viennent un peu plus loin. On est sur des premiers plateaux. Il y a des zones étendues, là, désertiques, qui sont absolument gigantesques. Il y a d'énormes tracés, soit géométriques, soit figuratifs, soit très, très abstraits,
des ensembles de lignes, de spirales, de cercles, de représentations anthropomorphes d'animaux, etc. C'est absolument énorme. Et certains partisans de la théorie des anciens astronautes disent que ces grandes figures géométriques, des grands rectangles, des grands trapèzes, etc., sont des pistes d'atterrissage pour vaisseaux extraterrestres. Si c'est une piste d'atterrissage, comme nous connaissons nos pistes d'atterrissage, ça veut dire que ces engins pour atterrir devaient rouler. Alors je défie n'importe quel pilote d'atterrir là-dessus, c'est proprement du suicide, c'est du caillou. Ce sont des déserts plats, avec des fractures, des falaises, etc. Mais il y a des grands plateaux plats, des messas. Bon, c'est kilométrique, c'est dizaines de kilomètres de long parfois. Et des tracés qui font des centaines de mètres de long, un avion ne peut pas atterrir là-dessus. C'est du caillou. C'est pas une piste d'atterrissage. Et encore une fois, l'idée est sortie de son contexte parce que les premiers qui ont lancé ça ne se sont pas demandé quel était le peuple qui avait fait ça, quelles étaient ses motivations possibles, quels étaient les rapports avec des représentations, des figurations qu'on trouve sur des tissus ou de la poterie. Il y a une poterie qui est abondante là-bas, où on retrouve les mêmes motifs. Quel est le lien? On ne s'est pas posé la question. Ou alors, ils ont eu vent de la question, mais ils l'ont mise de côté. On la glisse sous le tapis et on prend ce qui va, pour eux, constituer quelque chose de bien plus sensationnel et de bien plus vendeur. On dit, voilà, les extraterrestres qui sont là ont atterri sur ces trucs et puis ils sont repartis. Alors des exemples comme ça, il y en a des volumes et des volumes et des volumes entiers, il y en a partout. On peut aller encore plus loin. Certains ufologues détectent des soucoupes volantes et des extraterrestres dans les peintures rupestres réalisées dans les grottes préhistoriques. Les fresques préhistoriques, qu'est-ce qu'elles montrent? Elles montrent des motifs que personne n'est capable d'interpréter parce que c'est non figuratif, évidemment. Et alors, on dit cela, on dit tiens, voilà, on voit deux courbes qui se rejoignent au-dessus et c'est marrant, ça forme comme, on pourrait croire que c'est une soucoupe volante. Ancien modèle, un modèle des années 50, 40, 50, 60, le premier folklore de l'ufologie qu'on appelait les soucoupes volantes. Avant de parler d'ovnis, on parlait de soucoupes volantes. Et il y a une sorte de modèle type comme ça, qui est une sorte de cloche. Tout est bâti un peu sur le même concept. Et on a retrouvé, des gens ont retrouvé, dans des gravures, soit des pétroglyphes, soit des peintures dans des grottes. Et dès qu'on tombe sur un motif qui fait de près ou de loin penser à la silhouette d'une de ces cloches, on dit, oh là là, ça y est, c'est marrant, à côté, il y a une créature qui a l'air d'avoir une grosse tête, ça peut être qu'un cosmonaute, et la cloche, c'est son engin. Et voilà, ça ne va pas plus loin que ça. En ce qui concerne les anciens astronautes, on ne peut s'empêcher de remarquer que leur succès arrive en pleine période de notre conquête spatiale. Si on les appelle astronautes, c'est qu'il y a une raison. Il y a une influence de la conquête spatiale, c'est-à-dire que la conquête spatiale a probablement ouvert le champ des possibles, et voire même le champ de l'impossible dans un certain nombre de cas. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais oui, si nous conquérons l'espace, pourquoi d'autres ne le feraient-ils pas aussi ailleurs? Et éventuellement, ils auraient pu venir chez nous en des temps reculés, ou, selon d'autres écoles, d'autres théories, ce sont eux qu'on voit via les fameux ovnis. Donc, je pense qu'il y a une influence. De tout ça, il ressort, à mon sens, rien. Il ressort rien du tout. Il ressort que c'est surtout de mauvaises interprétations, sciemment ou pas. Ça sert certaines personnes qui en tirent un très grand profit, bien sûr. Ça existe partout et dans tous les domaines. Il y en a d'autres qui font ça avec beaucoup plus d'humilité et plus de sincérité. Et là, on tombe
dans tous les cas que je connais, en tout cas les exemples que je connais ou qu'on a étudiés avec d'autres amis, c'est une question de mauvaise interprétation de certains éléments. Et ce qui est frappant, c'est que la solution à laquelle ils parviennent, ou ce qu'ils mettent en évidence, est toujours, c'est le mot d'ordre, sorti du contexte. C'est toujours hors contexte. On ne tient absolument pas compte de l'environnement, de l'époque, des circonstances. Au point de vue critique historique, ça s'écroule immédiatement. S'il n'est pas sérieux de trouver une trace de nos frères de l'espace dans les ruines anciennes ou les peintures préhistoriques, peut-être peut-on avoir une preuve de leur passage grâce à des objets qu'ils nous auraient laissés et qui trônent sous nos yeux dans des musées sans qu'on s'en rende compte. On peut parler d'objets technologiques. Alors, il y en a beaucoup. Il y a, par exemple, ce qu'on appelle des soi-disant pièces à conviction qui vont prouver que des gens venus d'ailleurs nous ont un jour apporté une technologie nouvelle et puis ils sont repartis et les pièces sont restées là. Bon, et on ne sait pas quoi en faire. Ce sont des pièces qui ne correspondent pas, la technologie qu'elles sous-tend ne correspond pas à la science de cette culture à cette époque-là. Donc c'est totalement... ça tombe comme ça du ciel. Qu'est-ce que ça fout là? Ça marche pas. C'est quoi? Eh bien, on a trouvé des petites jarres qu'on appelle les piles de Bagdad. Ça a été trouvé à Bagdad, dans des temples de l'époque des Sassanides. Bon, en gros, c'est à peu près 2000 ans d'ici. Et toutes ces petites jarres contenaient les débris d'un cylindre en cuivre avec une tigelle de fer. Bien. Et puis quelqu'un a eu l'idée, c'était un égyptologue d'ailleurs, il a dit tiens, ça pourrait, c'est marrant, parce que si on met un peu de vinaigre dedans, eh bien on a tous les éléments pour faire une pile électrique. Alors d'autres ont repris cette idée-là, et on dit oui, mais si on fait une pile électrique, on peut les mettre en série, si on les met en série, on a de l'électricité, on peut faire des tas de choses avec de l'électricité, on peut faire voler des trucs, on peut faire tourner des machins, etc., etc. C'est un apport d'une culture extraterrestre qui est venue s'établir, qui nous a enseigné quelque chose, et puis qui a disparu. Bon. Et que nenni, parce qu'il y a d'autres hypothèses qui sont beaucoup plus vraisemblables. C'est vrai que ça fonctionne comme des petites piles électriques très faibles, j'en ai fabriqué, ça fonctionne, beaucoup de gens ont fait l'expérience. Ça pourrait servir à faire de la galvanoplastie à échelle très très réduite. Mais ça fonctionne, il y a moyen. Or là, on parle de fabrication de bijoux. On va déposer des feuilles d'or sur des objets, etc. C'est un usage beaucoup plus prosaïque qui aurait été à leur portée. Et cette science, cette technologie, se serait arrêtée là, ne se serait pas développée outre mesure. Ça a été une fulgurance comme ça à un moment donné, et puis ça a servi, et puis ça a disparu. La fameuse batterie de Babylone. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. C'est vrai qu'elle déçoit un peu, quoi. On s'attend à un truc à la Stargate, et puis en fait c'est un pot en argile avec une cathode et une anode. Bon, c'est pas sexy. On n'a pas le pistolet laser dans la strate. Ouais, non, ça on n'a pas encore. Donc effectivement, après, ceci étant, il y a aussi une autre dimension, alors dont on n'a pas trop parlé, mais qui ouvre encore énormément de zones d'exploration et qui est fascinante, je trouve. Alors là, qui est le plus dans le domaine du religieux. Si on commence à faire des parallèles en la matière, il y a des gens qui se sont amusés à faire, enfin pas amusés d'ailleurs, qui ont fait ça très sérieusement, mais une relecture de la Bible en disant qu'effectivement les anges étaient effectivement des extraterrestres et qu'on pouvait lire l'échelle de Jacob comme la vraie première expérience d'ufologie. Et là, c'est intéressant aussi parce que là, pour le coup, on a une notion de résonance avec quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant et très fertile aussi, qui est la notion d'imaginaire religieux, d'imaginaire de la croyance. Jean-Claude Bourret, ancien journaliste et spécialiste des ovnis, a étudié longuement tous les textes religieux. Pour lui, il n'y a aucun doute. On y trouve de nombreux témoignages de passages d'objets volants non identifiés sur Terre. Au IIe siècle après Jésus-Christ, vous avez Pline le Jeune et Pline l'Ancien qui ont ramassé dans une sorte de recueil toutes les choses extraordinaires qui sont parvenues à leur cerveau.
Et il y en a un paquet qui descendent du ciel et qui ressemblent fichtrement à nos modernes ovnis. Mais même avant ça, vous avez, en ce qui concerne l'origine de la religion juive ou de la religion catholique, c'est-à-dire le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, vous avez une quantité invraisemblable. Il suffit de lire la Bible. Et dès les premières lignes de la Bible, vous avez la réponse à votre question. Quand, par exemple, dans la Genèse, chapitre 6, il est écrit dans la Bible, dont je rappelle qu'elle est commune, l'Ancien Testament est commun aux Juifs, aux chrétiens, aux protestants et aux musulmans, puisque l'islam reconnaît la Bible comme un livre sacré. Il est écrit « Les fils de Dieu trouvèrent les filles de la terre à leur goût », ou bien trouvèrent les filles de la terre jolies, eurent commerce avec elles, c'est-à-dire qu'ils ont couché avec les filles, qu'ils trouvaient jolies, et ils leur firent des enfants. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même assez extraordinaire quand on y réfléchit 2 secondes. Aujourd'hui, tous ceux qui ne croient pas aux objets volants non identifiés, c'est leur droit le plus strict, ils ont en eux, c'est-à-dire dans leur ADN, un bout d'ADN venu d'extraterrestres, venu d'autres planètes. Quand on y réfléchit, c'est vertigineux. Mais il y a tellement de dizaines, pour ne pas dire de centaines, de milliers de témoignages depuis des siècles. Prenez le livre du prophète Ézéchiel. Mais là, c'est mieux qu'un rapport de gendarmerie, si vous voulez. Ézéchiel, il voit quelque chose qui descend du ciel, qui est lumineux, qui se pose au sol. Et il dit, et voici qu'il y a 4 roues sur la terre. Et il décrit les roues comme des roues étant au milieu d'une autre roue. On ne saurait mieux décrire un objet volant non identifié. Et il décrit des animaux qui sortent des roues, c'est-à-dire des êtres qui sont des êtres vivants, mais qui ne sont pas des êtres humains, qu'il appelle donc des animaux. Et ils ont autour de la tête quelque chose de transparent comme le cristal. Non, on dirait qu'ils ont un casque de cosmonaute. Lisez le livre du prophète Ézéchiel, c'est dans la Bible, et c'est pas de la science-fiction. L'origine de toutes les religions, c'était le témoignage d'un contact entre une civilisation venue d'ailleurs et nos ancêtres. Vous imaginez bien que ça a une importance absolument considérable. Je relisais hier ce que je lis tous les jours, les livres sacrés hindous, les livres des Incas, évidemment l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, les hadiths, etc. Je lisais dans le Nouveau Testament, cette fois, les témoignages qui sont pratiquement à chaque page. Il suffit de savoir lire. Mais on a une Bible chez soi, on ne la lit jamais. Ou alors on lit quelqueus deux feuillets, on dit je ne vais pas me taper 1000 pages de la Bible. Ça fait beaucoup. En plus, c'est écrit petit, dans un style qui est pas toujours amusant, etc. Mais quand on fait l'effort de lire ne serait-ce que 30 ou 40 pages de la Bible,
on voit le Christ qui, par exemple, s'élève dans les airs devant les yeux de multiples témoins, et puis il dit « Je reviendrai, je vais voir mon Père qui est aux cieux ». D'ailleurs, on le dit, notre Père qui est aux cieux, hein, ça dit bien ce que ça veut dire. Pourquoi aux cieux et pas au ciel? Parce qu'il y a plusieurs univers. Vous voyez, quand on sait décoder, tout devient limpide. Vous n'allez pas vous faire spécialement des amis dans les cercles religieux? Mais je m'en moque totalement. Le problème, c'est pas de se faire des amis dans les cercles religieux. Le problème, c'est d'approcher la vérité et le sens de sa vie. Or, moi, je suis un croyant de la vérité. Moi, j'ai mis 50 ans à comprendre ce que un certain nombre de gens sur la planète Terre connaissent, mais n'en parlent pas pour ne pas créer des situations de déstabilisation des sociétés. Quand on comprend que l'origine de toutes les religions, c'est une observation et un contact qui a eu lieu entre nos ancêtres, certains de nos ancêtres en tout cas, et des êtres venus du ciel, vous imaginez bien quelles sont les conséquences. Ça veut dire que toutes les religions s'effondrent. Ça veut dire que les anges, on sait maintenant ce que c'est. Pourquoi on met des êtres qui sont apparemment des êtres humains, qui ont 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, un nez, une bouche, mais ils ont des ailes. Ça veut dire quoi qu'ils ont des ailes? Qu'ils volent. Quelle était la seule façon, il y a 2000 ans, d'expliquer qu'un type comme vous et moi, ou comme chacun de nos auditeurs et auditrices, peut voler dans le ciel? C'est de lui mettre des ailes. Évidemment, ils n'avaient pas des ailes. Ils volaient avec des principes qu'on peut imaginer maintenant, puisqu'on a des hélicoptères, des fusées, etc. Et pourtant, je suis sûr que ça tourne autour de ça, puisque quand les conquistadors, à la fin du XVe siècle, sont arrivés en Amérique du Sud, et qu'ils ont combattu les Incas se sont prosternés parce qu'ils ont dit « les dieux reviennent », car les dieux étaient déjà venus dans des vaisseaux qui étaient descendus du ciel. Ceux-là, ils ne descendaient pas du ciel puisqu'ils étaient sur l'eau. Mais les marins venus d'Espagne, qui étaient dans ces caravelles, étaient vêtus d'armures brillantes, descendus sur des chevaux. À l'époque, ils ne connaissaient pas les chevaux en Amérique du Sud. Ils ont tiré le canon, donc les vaisseaux extraterrestres, évidemment, faisaient du bruit. Il y avait des flammes et du bruit qui étaient autour de ces vaisseaux spatiaux. Et donc, ils se sont prosternés en disant « ce sont les dieux qui reviennent ». Vous voyez, les conséquences sont absolument gigantesques. Néanmoins, les textes religieux, quels qu'ils soient, sont sujets à différentes interprétations. Et l'interprétation extraterrestre, faite par certains passionnés d'OVNI, ne prend pas en compte la dimension symbolique des textes sacrés. Pour autant, il n'est pas du tout impossible qu'il y ait une analogie entre religion et ufologie. Parce que ce qu'on voit se dessiner à travers l'ufologie, et ça c'était un peu l'objet de mon bouquin, clairement. Fabrice Canepa, auteur de Aliens, 70 ans de culture et contre-culture. C'est comment on dessine une croyance moderne, qui se nourrit d'un certain nombre de prophètes, qui se nourrit d'un certain nombre d'événements extraordinaires avec des témoins, et on invente des croyances, d'ailleurs pas une croyance, parce qu'il y a beaucoup de croyances différentes sur l'ufologie, mais on invente quelque chose où à la fin est du domaine de la croyance personnelle et de la notion de est-ce que tu crois aux extraterrestres, et de la notion de quelque chose qui est presque religieux. Chacun est évidemment libre de ses opinions, mais il est une fois encore totalement impossible de prouver quoi que ce soit concernant les ovnis avec les théories des anciens astronautes ou encore l'étude des textes religieux. Il faut peut-être chercher dans un passé plus proche de nous, au Moyen-Âge par exemple,
à une époque où les textes et les documents anciens font état de phénomènes étonnants. La plupart des phénomènes décrits dans ces documents historiques sont des phénomènes naturels. Eddy Louchet. Connus ou inconnus à l'époque. Un exemple de phénomène inconnu, les météores, donc ces objets venus du fin fond du système solaire, on va dire ces gros cailloux, dont certains ne font que passer dans l'atmosphère et d'autres plus gros arrivent à s'écraser sur la Terre, très régulièrement d'ailleurs, et alors à ce moment-là on les appelle des météorites. Eh bien cela, avant le début du 19e siècle, ce phénomène reste mystérieux. Donc les scientifiques de l'époque, entre guillemets, ne savent pas ce que c'est, et certains même disent non, ça n'est pas possible que des pierres comme ça tombent du ciel. Donc voilà, et donc vous retrouvez alors dans des documents médiévaux ou de l'époque moderne un certain nombre de descriptions qui sont en fait tout à fait des météores ou des météorites. Autre exemple, certes plus rare sous nos latitudes, mais pas inexistant, notamment au XVIIIe siècle. Il y en a eu plusieurs beaux exemples au-dessus de notre territoire, les aurores boréales. Alors les aurores boréales sont totalement inconnues pendant une bonne partie de l'histoire et elles sont très spectaculaires, ce qui fait décrire aux témoins et aux documents qui sont rédigés, de véritables batailles dans le ciel, donc qui sont attribuées, qu'on peut attribuer généralement à des aurores boréales, parfois à un autre phénomène optique qu'on appelle la pareidolie, c'est-à-dire le fait on croit voir dans les nuages, par exemple, une forme humaine ou animale. En fait, ce n'est qu'une illusion donnée par les nuages. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les documents anciens de l'Antiquité, du Moyen-Âge et même encore de l'époque moderne. Alors, des gravures du Moyen-Âge, des peintures du Moyen-Âge, des choses qu'on retrouve dans des contextes religieux. Patrick Ferrin. Il y a un tableau célèbre où on voit, j'ai plus la dénomination exacte, mais où on voit dans le paysage, dans le ciel, au-dessus de personnages qui sont là, qui sont des personnages religieux, avec tout le contexte, les bâtiments de l'époque et tous les canons de représentation de ce type d'art. Eh bien, on voit une soucoupe volante dans le ciel. Mais alors, c'est véritablement un plateau avec un dôme au-dessus et qui est là en plein ciel. Bon. Alors, première lecture, c'est une soucoupe volante dans le ciel. Et il y en a beaucoup qui utilisent le même type de scénario. Si on va creuser un petit peu plus loin, on se rend compte que la soucoupe volante en question n'est rien d'autre qu'un chapeau de cardinal. Alors on va nous dire, mais qu'est-ce qu'un chapeau de cardinal? C'est absurde. Qu'est-ce qu'un chapeau de cardinal fait dans un paysage? Si on connaît l'histoire du tableau, on sait que ce chapeau de cardinal a un sens dans la lecture du tableau. Ça fait partie de certains canons, et il y a d'autres représentations de ce type-là. Et des exemples pareils, je ne vais pas dire qu'il y en a ils ne sont pas de légion, mais il y en a quand même beaucoup. Et ils sont exagérément sollicités pour coïncider à un a priori. Ça doit être une représentation de quelque chose d'extraterrestre. Donc, on va vous trouver une explication. Néanmoins... Mais ça ne l'est pas. Les pièges sont nombreux quand on pratique l'étude des ovnis du passé. Mauvaise interprétation, contexte différent, mauvaise connaissance de l'histoire, mais aussi des canulars, des supercheries. De nombreux cas ont été inventés de toutes pièces de nos jours pour tromper des ufologues parfois trop crédules. Un certain nombre de ces récits ont en fait été créés au XXe siècle, donc très récemment. Par exemple, le fameux papyrus Thuli égyptien, où le pharaon Thoutmôsis III aurait aperçu des disques volant dans le ciel au-dessus de son armée, etc., donc au
au XVe siècle avant notre ère, etc. On sait que ce papyrus est un faux. Ça a été démontré formellement en 2006 par des chercheurs italiens, grâce à l'informatique. Ils ont en fait analysé les textes et ils ont trouvé que ce soi-disant papyrus, que d'ailleurs personne n'a jamais vu, c'était juste une transcription du papyrus, que ce texte en réalité avait été réalisé en copiant bout à bout des phrases en hiéroglyphes d'une célèbre grammaire égyptienne anglaise de Gardiner. Et donc là, on a un faux complet. Et pendant des années, ce papyrus Tully a mystifié tout le monde. Des dizaines d'années. Des dizaines d'années. Il a été repris, recopié, re-repris dans quantité de livres faits même par de bons ufologues. C'est des histoires qui reviennent et qui sont recopiées. Autre cas, tout à fait. Autre cas, 3 août 1290. Alors, à l'abbaye cistercienne de Byland, le prieur Henri et ses moines, s'apprêtant à festoyer d'un mouton rôti, voient passer au-dessus de l'abbaye un énorme disque argenté. C'est un canular mis au point par 2 étudiants au début des années 50 et qui avait été envoyé au Times de Londres. Donc, la commission Condon, une des commissions américaines chargées d'étudier les ovnis, avait déjà dénoncé ce cas comme canular en 1969. Mais, comme vous le dites, ça n'a pas empêché les ufologues historiens de le reprendre pendant plusieurs décennies et encore récemment, sur certains sites internet d'ufologues, on présente ce cas comme un cas authentique. Alors, c'était pourtant facile de démonter l'affaire. Si on a une relative bonne connaissance de l'histoire du monachisme, bien, il faut savoir que les cisterciens, comme tous les ordres d'ailleurs réguliers, s'abstenaient de consommer de la viande. Donc l'histoire du barbecue autour du mouton rôti était déjà fortement suspecte. Et en plus, il y a moyen de vérifier que le prieur, à l'époque c'était d'ailleurs un abbé et pas un prieur, ne s'appelait pas Henri, mais bien John. Donc l'affaire se démonte facilement. Face aux ovnis du passé, la critique historique est impitoyable. Elle donne une explication pour tout. Enfin, presque tout, car les objets volants non identifiés des temps anciens ont quand même des points communs avec nos soucoupes modernes. Un petit pourcentage d'entre eux se révèlent être des cas solides, pour lesquels il est impossible de trouver une explication cohérente. Voici une observation qui nous plonge au temps des explorations des mers par les frégates françaises sous Louis XVI. Accrochez-vous, cette enquête dans le passé est digne de Sherlock Holmes. Nous sommes cette fois-ci en 1717. Eddy Louchet, historien, spécialiste des ovnis du passé. Au sud-ouest de la Martinique, à bord d'une frégate française qui s'appelle La Valeur. Et elle est commandée par le chevalier François de Ricouart. Nous sommes le dimanche 7 mars 1717 à 2h du matin. Donc il fait très noir. Dans le journal de bord de son voyage, Ricouart écrit: à 2h du matin, nous allons un peu de l'avant, le cap au sud-est. Nous avons vu passer le long du bord, comme manière d'un mât de bâtiment, donc comme une sorte de mât de bâtiment, qui était debout à 2 pieds environ au-dessus de l'eau. Le témoignage, qui est tiré du livre de l'ufologue belge Michel Bougard. Michel Bougard avait repris ce cas à la revue ufologique française Lumière dans la nuit, contact lecteur du 5 mars 1972. Et il se fait, information intéressante, que la dite revue précise que cette petite histoire, cet entrefilet, lui a été communiquée par une certaine mademoiselle Caroff, et qui apparemment l'avait fait déjà à d'autres reprises aussi. Elle communiquait des cas comme ça anciens. Alors j'ai identifié cette mademoiselle Caroff. Il s'agit en fait de Marie-Marguerite Caroff, archiviste de la section ancienne des Archives nationales à Paris, ancienne élève de l'école des Chartes et spécialiste des archives de la marine française. Elle a d'ailleurs coécrit plusieurs ouvrages sur le sujet. Ce journal de bord était donc bien conservé aux Archives nationales et pas aux Archives françaises d'outre-mer à Aix d'ailleurs, comme je l'avais cru à un certain moment. Donc j'ai dû redresser le tir et retrouver le document aux Archives nationales, qui m'en a envoyé une copie numérique de très bonne qualité. C'est donc un témoignage historique de première main. Alors, l'emplacement du navire, je l'ai déterminé avec une relative précision grâce aux coordonnées écrites régulièrement dans les marges et aux indications topographiques. Via le logiciel Stellarium, j'ai pu déterminer que ce jour-là, à cette heure-là, la Lune n'était pas visible au moment de l'observation.
il en ressort que l'objet a dû passer fort près de la frégate pour être visible, ce qui est d'ailleurs confirmé par l'expression « le long du bord ». Le long du bord, c'est vraiment proche du navire. Alors, il est difficile de déterminer est-ce que l'objet volait réellement à 2 pieds au-dessus de l'eau ou bien est-ce qu'il dépassait seulement de 2 pieds la surface de l'eau. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une observation singulière et qui, à mon sens, n'est pas facilement rattachable à un phénomène naturel ou même artificiel connu. Mais la description, finalement, c'est quoi? Il décrit quoi, le capitaine? Donc, en fait, il décrit un objet qui ressemble à un mât de bâtiment donc, et qui flotterait ou qui survolerait l'eau à une hauteur de 2 pieds. Alors, on peut y voir, évidemment, un objet immergé qui laisse passer une partie du sommet de sa structure, mais à l'époque, il n'y a pas de sous-marin, au XVIIIe siècle. On peut y voir éventuellement un objet qui en forme de mât, c'est-à-dire globalement, on va dire en forme de tuyau qui survolerait l'eau, ce qui est aussi quelque chose d'incongru. Donc, il est difficile de pouvoir trouver une explication. Si l'objet avait été décrit à longue distance, on aurait pu penser éventuellement à une trombe marine qui se trouverait en fait, qui donnerait l'impression d'être à 2 pieds au-dessous de l'eau, mais qui se trouverait à une distance très 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 haute et qui serait comme un mât dressé sur l'eau. Mais ici, on est vraiment près du bord. Donc, cette explication ne la tient pas. Et puis surtout, elle ne tient pas parce qu'on est en pleine nuit et qu'il n'y a pas de pleine lune. Donc, ça veut dire que l'objet a dû être vu de très près du bâtiment, peut-être éclairé par les lanternes du navire. Donc, c'est en ça que ce cas est intéressant, avec le fait que le document, évidemment, d'origine existe. Donc, ce journal de bord et a été conservé par les Archives nationales de France. Plus on se rapproche de 1947 et plus les ovnis du passé adoptent un comportement qui ressemble aux ovnis modernes. Mieux, on va commencer à la fin du 19e siècle à décrire des vagues d'observation exactement comme aujourd'hui. On assiste à un grand nombre de témoignages ciblés dans une région ou un pays, et ce, pendant un laps de temps bien précis. En 1896, aux États-Unis par exemple, toute la presse ne parle que des fameux airships, sortes de dirigeables qui volent de nuit en réalisant des performances impossibles pour l'époque. Nous sommes d'abord en Californie et dans l'État de Washington, donc tout à fait à l'ouest des États-Unis. Eddie Louchet. Et de novembre à décembre 1896, les gens observent, d'ailleurs on ne peut retrouver que les témoignages dans la presse de l'époque, ce qu'ils observent ce sont de grands vaisseaux aériens semblables à des cigares, apparemment métalliques, équipés d'ailes ou d'hélices, longs de plusieurs dizaines de mètres, et qui ont de multiples lumières et de puissants projecteurs qui balayent le ciel ou qui sont dirigés vers le sol. Et ils se déplacent parfois à vive allure. Donc il y a déjà des dirigeables à ce moment-là, ça existe? Alors, il y a déjà des dirigeables, mais pas aux États-Unis. Et les dirigeables qui existent ne sont pas capables des performances qui sont alléguées par un certain nombre de témoignages fiables. On démarre de la Californie et de février à avril 1897, donc l'année suivante, on est dans les États du Midwest américain et on descend un peu, donc ces États qui sont finalement en dessous des grands lacs américains, donc le Wisconsin, etc. Et on descend jusqu'au Texas. Alors, rapidement, ces récits deviennent de plus en plus spectaculaires. Donc certains témoins affirment qu'ils sont montés à bord, qu'ils ont effectué un merveilleux voyage aérien. D'autres rencontrent les pilotes qui sont bien humains et qui conversent avec eux en anglais. Et parfois, occasionnellement, ce sont des étrangers qui parlent une langue curieuse. On parle de japonais. Cette vague, finalement, elle est intéressante parce que elle est, on va dire, l'archétype de la vague. Et pour qu'une vague fonctionne, il faut en même temps des médias.
Or, à l'époque, aux États-Unis, les médias, les seuls médias qui existent, ce sont la presse. Et cette presse américaine est extrêmement influente et puissante. Et donc, il faut s'imaginer qu'à l'époque, chaque petite ville américaine, on voit ça dans les westerns, chaque petite ville américaine a son journal ou ses journaux. Et il y a les grandes villes qui ont évidemment des titres plus, on va dire, plus, entre guillemets, professionnels. Alors, c'est possible que, évidemment, cette presse à l'époque qui n'a pas la déontologie journalistique, en tout cas pour les petits journaux, peut-être un peu plus pour les journaux des grandes villes, mais qui n'a pas la déontologie journalistique que pratiquent aujourd'hui nos journalistes, c'est possible que cette presse ait rivalisé pour obtenir des témoignages spectaculaires, qu'elle aurait parfois embellis, voire parfois inventés, pour une question de concurrence, même si ça n'explique pas l'ensemble du phénomène. Et la vague des airships, alors? Les fameux zeppelins un peu bizarres et un peu plus perfectionnés que ce qu'il y avait à l'époque, fin 19e. Mm-hmm. Bidon aussi ou... Bidon, je ne pense pas. Patrick Ferrin, président du comité belge d'études des phénomènes spatiaux. Le peu que j'ai lu là-dessus et des ouvrages faits par un historien et des gens qui ont cherché aux États-Unis, ça me donne l'impression de chercheurs ingénieux, bricoleurs, passionnés des débuts, des prémices de l'aéronautique, qui ont bricolé quelque chose, qui ont réussi à s'envoler, qui se sont crachés quelque part, qui ont atterri quelque part et puis qui sont repartis. Encore une fois, il faut replacer ça dans l'Amérique de cette époque-là. Ça a été vu dans des toutes petites villes où il y a une très faible densité de population, où on a une population qui est, il faut le dire, très très peu instruite des progrès qu'on va faire et de ces débuts de tentatives de s'envoler, et des populations très croyantes aussi, très crédules. Et donc, il n'est pas impossible du tout qu'un constructeur ingénieux, qui ait les moyens, et il y en avait, ait mandaté quelqu'un pour essayer de construire quelque chose, a réussi, s'est posé quelque part, ou s'est écrasé, ou en tout cas a impressionné des gens qui ont vu ça pour la première fois. Il est donc impossible de donner une explication rationnelle à tous les objets volants non identifiés du passé, ceux d'avant 1947. Voilà qui renforce une fois encore le mystère qui entoure cet insaisissable phénomène ovni. Pour le coup, d'un point de vue d'imaginaire, c'est extraordinaire, c'est très fertile. Fabrice Canepa, auteur de Alien, 70 ans de culture et contre-culture. Et je trouve aussi que ça donne un écho un peu différent et tout à fait intéressant à l'autre partie qui, a priori, n'a pas de rapport direct. Et peu importe d'ailleurs ce qu'on en conclut. Justement, on parle d'ufologie moderne, on dit voilà, alors en 47, ça commence, et puis après, il se passe des choses, etc. Mais s'il y a des extraterrestres et qu'ils ont une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre, il n'y a pas de raison de penser qu'ils ne sont pas passés avant. Et que depuis 47, on a des tas de choses et de témoignages, mais qu'avant, on aurait bien dû en avoir. Eh bien, il se trouve qu'on a des choses intéressantes comme ça. Quelle que soit la raison de la coïncidence entre le passé et le présent, là aussi, c'est quelque chose
À mon avis, il faut explorer parce que ça, d'une façon ou d'une autre, ça doit faire partie du phénomène. Et quelle que soit l'explication qu'on met derrière, soit on dit il y a des extraterrestres, ils sont venus avant, et donc les gens ils les ont vus à travers leur imaginaire parce que de toute façon ils n'avaient pas la notion qu'ils venaient d'au-delà de l'espace et d'une autre planète puisqu'on n'avait pas forcément ces critères-là. Soit c'est une explication au contraire très psychologisante de dire que ce phénomène de l'imaginaire humain a une utilité probable et que donc il prend des avatars différents selon les âges et selon les sociétés et que nous effectivement nos extraterrestres sont l'avatar des faits du Moyen-Âge quoi. Tout à fait. C'est intéressant et puis je trouve ça fertile aussi sur cet effet de chambre d'écho entre l'imaginaire et la réalité des témoignages. Ce que nous avons vu nous a paru être une soucoupe volante. Il faut le temps d'y réfléchir, de faire la part des choses, avant d'affirmer. Dans le prochain épisode, des gendarmes face à l'inexpliqué. Personne n'a trouvé de solution à la vague d'OVNI en Belgique de 1989. Un nouveau groupe d'études s'est repenché sur le dossier, un travail minutieux et riche d'enseignements, encore et toujours étonnant.